Bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Pierluigi Graziani et je représente la FTCC. Et la FTCC est très heureuse aujourd'hui d'accueillir Jonathan Del Monte, qui est maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Nîmes, et qui va présenter des premiers résultats sur les effets psychologiques du confinement sur la population générale. Donc, on est encore dans la thématique du Covid. Et avec lui, il y a aussi Océane Rocher, qui est une autre étudiante du master TCC à Nîmes, qui a construit et monté avec nous cette recherche et beaucoup collaboré par rapport à la poursuite de cette recherche et à la construction de cette recherche. Là, vous avez aussi, je vous présente Juliette et Nathalie, qui nous accompagnent pour ce webinaire et qui vont vous présenter les aspects techniques de comment ça va se dérouler aujourd'hui. J'en profite avant de terminer pour vous rappeler aussi qu'il y aura des prochains webinaires sur le site de la FTCC. Sur le site de la FTCC, vous avez la liste. Donc, je vous invite à les consulter. Donc, merci à la FTCC et merci à tous d'être présents pour cette conférence. Donc, l'idée de cette conférence est de pouvoir vous présenter les tout premiers résultats d'une large étude que nous menons en ce moment avec Mademoiselle Rocher, qui est étudiante en première année de master en thérapie comportementale cognitive et émotionnelle de l'Université de Nîmes, et en collaboration naturellement avec le professeur Graziani, qui est le directeur du master que je viens de citer. Alors, juste pour la petite histoire, nous demandons à tous nos étudiants de master d'effectuer des travaux de recherche, donc un travail en première année et un travail en deuxième année. Alors, Mademoiselle Rocher, comme tous les étudiants de première année, avait donc débuté dès septembre 2019 sur une thématique qui lui appartenait pleinement, et malheureusement, le confinement, malheureusement, heureusement pour nous, le confinement a mis fin à ce premier jet de recherche pour que Mademoiselle Rocher puisse ensuite être redirigée sur la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire les effets psychologiques du confinement sur la population générale. Et je dois dire qu'elle a su faire preuve d'une très grande adaptation, puisque en quelques jours, en moins d'une dizaine de jours, une première base de littérature avait été rédigée, le protocole avait été construit, réfléchi, mis en ligne et diffusé le plus largement possible. Donc, je tenais simplement à la remercier parce que je sais que tout ce travail lui a coûté de nombreuses heures de sommeil. Et pour cela, merci beaucoup. Donc, avant d'aller directement sur les résultats, je vais faire un bref rappel sur la question de la pandémie. Alors, on sait que cette pandémie de Covid-19 a débuté, selon les experts, à partir du mois de novembre en Chine. Et c'est à partir du mois de janvier que les autorités chinoises ont commencé à mettre les premières réponses sanitaires pour essayer de contrôler au mieux cette pandémie. Parallèlement, les premiers cas de Covid-19 sont apparus en Europe, très probablement autour des mois de janvier et de février. Et puis ensuite, vous connaissez l'histoire, naturellement, comme tout le monde. En moins de 6 mois, tous les pays du monde ont été touchés à des degrés divers par cette pandémie. Ici, vous avez une représentation graphique du nombre de cas confirmés dans les différents pays du monde. Donc, on peut voir en effet que malheureusement, aucun pays n'est épargné par cette pathologie. Si on essaie de voir un petit peu quels sont les chiffres, grosso modo, les chiffres officiels avançaient jusqu'à présent un nombre de contaminations qui était au-delà des 8 millions de contaminations, avec l'OMS qui a fait une annonce déclarant que très probablement, à partir de la semaine prochaine, on allait dépasser les 10 millions de contaminations. Et en ce qui concerne le nombre de décès, ici, vous avez vu, le nombre de décès avoisine les 500 000 morts. Et lorsqu'on fait un ratio, en fait, on se rend compte que grosso modo, la mortalité dépasse les 5% concernant cette pathologie. Alors, je sais qu'il est difficile d'appréhender des chiffres qui sont aussi conséquents en milliers ou en millions. Donc, en fait, le graphique suivant va ramener à une échelle qui est beaucoup plus petite pour essayer de comprendre.
Au plus fort de l'épidémie, on considère qu'environ 300 000 personnes étaient touchées par jour par la pathologie. Et le nombre de décès était proche de 4 000 décès journaliers. Alors, malheureusement, ces décès journaliers, hein, vous le voyez, ils sont demeurés relativement stables depuis le début avril, avec 4 000 décès journaliers. En ce qui concerne la France, naturellement, l'épidémie s'est propagée sur l'ensemble du territoire français. Alors, encore une fois, ici, vous en avez une représentation graphique. Et elle est venue toucher avec des degrés plus ou moins importants certaines régions. C'est notamment le cas du Grand Est qui a été particulièrement touché, mais également la région Île-de-France. Et cette fois-ci, en France, en tout cas les chiffres actuels énoncent environ 160 000 contaminations confirmées et un nombre de décès extrêmement conséquent, avoisinant les 30 000. Alors cette fois-ci, quand on fait le ratio, on est bien au-delà des 5% de contamination, on approche les 18%, ce qui démontre la virulence de cette pathologie, en tout cas pour certains profils dans notre population. Alors encore une fois, pour essayer de ramener ça à des chiffres un peu plus appréhendables, rappelez-vous, hein, nos services de soins avaient été rapidement saturés, notamment à partir de la mi-avril jusqu'à début mai. Et au plus fort de l'épidémie, 32 000 patients étaient hospitalisés pour une pathologie de type Covid. Naturellement, ces 32 000 patients ont très rapidement saturé les services de soins. Et encore une fois, hein, vous le savez, hein, cette saturation des services de soins a potentiellement conduit également à avoir une expression de la mortalité beaucoup plus importante dans notre population. Alors aujourd'hui, naturellement, on considère que l'épidémie en France est sous contrôle. En tout cas, le gouvernement avance cette hypothèse-là, malgré la présence de quelques vaguelettes, alors excusez-moi du terme, qui sont particulièrement liées à la présence de clusters de contamination qui sont présents et éparpillés sur l'ensemble de notre territoire. Alors ces chiffres datent du 22 juin, je ne les ai pas réactualisés, mais grosso modo, le nombre de cas était de plus de 31% à la date du 22 juin et le nombre d'admissions au service hospitalier plus de 200%. Bon. D'une façon globale, on peut tout de même considérer que l'épidémie est sous contrôle et ce contrôle a pu être mis en place grâce à des réponses sanitaires qui ont permis de réguler le niveau de contamination. Et naturellement, une des réponses sanitaires qui a été utilisée, c'était bien sûr l'utilisation du confinement. Alors, il faut savoir que le confinement a été utilisé dans plus de 80 pays, avec des modalités qui étaient plus ou moins variables, plus ou moins restrictifs ou moins restrictifs. Et d'une façon générale, ce confinement a permis de réguler et de juguler le nombre de contaminations. En France, le 17 mars a été notre premier jour de quarantaine et notre confinement a duré 57 jours, du 17 mars jusqu'au 10 mai. Et bien sûr, encore une fois, en tout cas les chiffres le démontrent, il a permis un ralentissement du nombre de contaminations en France. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, quelques études, notamment une étude épidémiologique, sembleraient indiquer que le confinement aurait permis la réduction de 83% de la mortalité vis-à-vis des pronostics les plus pessimistes. Et on considère, en tout cas ces études de Crépé et collaborateurs, considèrent que 600 000 hospitalisations ont été évitées après seulement un mois de confinement. Autrement dit, cette étude est très favorable à la réponse confinement et à son efficacité. Alors, juste pour raison garder tout de même sur les études après The Lancet et le problème qui peut exister sur les recherches concernant le Covid, il faut savoir que Crépé et collaborateurs ont considéré que le R effectif, anciennement appelé R0, c'est-à-dire le nombre de contaminations à partir d'un patient, était avoisinant de 5. Aujourd'hui, on évoque plutôt l'hypothèse d'un R effectif qui avoisinerait plutôt les 3. Et d'autre part, une récente étude italienne qui, elle, a été publiée dans PNAS, donc une très très grande revue, a traité exactement la même question sur l'efficacité du confinement et le nombre d'hospitalisations évitées. Et elle avance plutôt des chiffres qui avoisinent les 200 000 hospitalisations, non pas sur un mois de confinement, mais sur la totalité du confinement italien. Bon. Raison gardée, encore une fois, partons du principe que dans une fourchette large, le confinement aurait permis de réduire entre 200 000 et 600 000 hospitalisations vis-à-vis de la question du Covid.
Bref, l'idée, ce n'est pas de remettre en question l'efficacité ou la non-efficacité du confinement, puisque de toute façon, le confinement était la réponse sanitaire à appliquer dans une situation comme celle que nous venons de rencontrer. Mais comme toute situation exceptionnelle engendre des conséquences inattendues, très rapidement dans la littérature, les auteurs ont commencé à se questionner sur l'effet psychologique qui était directement imputable au confinement. Donc l'idée de notre recherche, c'était naturellement d'aller explorer cette question-là. Alors on n'est pas parti de zéro, plusieurs études avaient déjà commencé à étudier cette question de l'effet psychologique du confinement, mais ces études portaient sur des confinements qui étaient liés à des épidémies antérieures, notamment l'épidémie de SRAS, d'Ebola ou de H1N1. C'est notamment le cas de la méta-analyse de Brook et collaborateurs, qui porte sur 24 études, encore une fois avec des confinements différents et des épidémies différentes. Mais d'une façon générale, l'étude avançait et démontrait une augmentation de la symptomatologie anxieuse, dépressive et de stress post-traumatique. Autrement dit, selon ces auteurs, le confinement avait en effet des conséquences et des effets psychologiques sur les populations qui étaient soumises à ce confinement. Mais encore une fois, vu les disparités qui pouvaient exister entre le type de confinement, le type de population, et certaines études n'avaient que des échantillons extrêmement faibles, cette étude ne permet pas tout à fait de répondre encore à la question que nous nous posons aujourd'hui. Donc du coup, d'autres études ont suivi, et notamment une nouvelle revue d'Houssen et collaborateurs qui, elle, a porté sur 8 études et qui a affiné un tout petit peu les résultats en démontrant qu'en effet, les confinements antérieurs avaient produit une augmentation de la symptomatologie dépressive, confirmation de ce que Brook avait démontré. Mais ils avançaient également que parmi ces 8 études qu'ils avaient étudiées, certaines avançaient que le niveau d'augmentation de la symptomatologie dépressive chez les participants était extrêmement élevé, à hauteur de 77% d'augmentation de symptômes. Et d'autre part, une étude un tout petit peu plus ancienne qui avait porté également sur le confinement lors de l'épidémie de SRAS avait montré que cette symptomatologie dépressive qui avait émergé au moment du confinement perdurait jusqu'à 3 années après le confinement. Autrement dit, le confinement pouvait être alors un déclencheur de certains troubles psychopathologiques, et ces troubles psychopathologiques avaient tendance à perdurer pendant une assez longue durée, jusqu'à 3 années, selon l'étude de lui et collaborateurs. Alors, concernant la pandémie de Covid-19, toutes les études actuelles, en tout cas celles qui ont été publiées, portent essentiellement sur la population asiatique. Alors naturellement, ils ont eu un peu plus de temps que nous pour étudier le phénomène. Et l'une d'entre elles, en tout cas l'une des plus importantes d'entre elles, c'est celle de Cui et collaborateurs qui a été publiée en 2020 et qui porte sur près de 53 000 participants qui ont été questionnés pendant un délai de confinement sur la population en Chine et donc sur la population chinoise. Cette étude et ces auteurs ont évalué ce qu'eux qualifient la détresse péritraumatique de la Covid, qui comprenait le niveau d'anxiété, la symptomatologie dépressive et tout un tas de tableaux psychopathologiques comme le trouble panique, les phobies spécifiques, les comportements compulsifs et les symptômes physiques. Les résultats de cette étude sont intéressants parce que les auteurs avançaient l'hypothèse que près de 35% des participants, soit environ 18 500 participants, présentaient des niveaux significatifs de détresse psychologique. Autrement dit, les niveaux d'anxiété, des niveaux de symptomatologie dépressive très élevés. Et parmi ces 35%, 5% présentaient des formes sévères. Un petit élément complémentaire amené également par cette étude, c'est que pour la première fois, les auteurs démontraient qu'il existait des terrains de vulnérabilité à déclencher ces niveaux extrêmement élevés de détresse psychologique. Et notamment, ils démontraient que les femmes étaient beaucoup plus vulnérables à la détresse psychologique. Bon, ici, on a tout de même un premier tableau qui semblerait affirmer que dans la situation de Covid, et le confinement dans la situation de Covid était à l'origine de l'émergence de signes anxio-dépressifs qui pouvaient aller d'une intensité légère jusqu'à une intensité sévère. Mais encore une fois, cette première étude, elle était plutôt générale. Et il a fallu attendre une seconde étude, toujours sur la population chinoise, pour essayer de détailler un tout petit peu plus les différents types de profils et les différents niveaux de symptomatologie. C'est notamment l'étude de Wang et collaborateurs en 2020,
Alors, oui, qui porte sur un échantillon qui est beaucoup moindre vis-à-vis de l'étude précédente, mais bon, 1210 participants, excusez-moi du peu, c'est quand même assez conséquent. Toute cette population était liée à une population générale et les premiers résultats de Wang et collaborateurs montraient qu'en effet, plus de 1 participant sur 2 avait considéré que le confinement avait eu un impact d'intensité modérée à sévère sur sa psychologie. Autrement dit, 1 participant sur 2 avait jugé que le confinement avait été difficile à vivre en termes de niveau d'anxiété et de niveau de symptômes dépressifs. Les auteurs ont voulu affiner un petit peu cette première étape et sont allés vérifier la question des symptômes anxio-dépressifs et de leur intensité. Et ils ont montré que près de 30% de leur échantillon présentaient encore une fois des symptômes anxio-dépressifs d'intensité de modérée à sévère, ce qui confirmait l'étude antérieure de Quay et collaborateurs. Il confirmait également que le genre féminin était un facteur de vulnérabilité et il démontrait que le statut des participants, et notamment le statut étudiant et les pathologies physiques spécifiques, étaient également favorables à l'émergence de symptômes anxio-dépressifs dans leur population. Un dernier résultat qui est extrêmement intéressant dans cette étude, c'est le niveau de satisfaction concernant la qualité des informations. Wang et collaborateurs ont posé une question toute bête à leurs participants. Jugez-vous que le niveau d'information que vous avez reçu sur l'épidémie et donc pendant le confinement au travers des médias était d'une qualité satisfaisante ou non? Et ils sont allés ensuite comparer et corréler ce score au niveau d'anxiété. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est que plus la qualité des informations est jugée comme étant insatisfaisante, plus le niveau d'anxiété était marqué dans la population étudiée. Ce résultat, il est intéressant parce que naturellement, pour pouvoir aller récupérer des informations pendant le confinement, eh bien, les médias sont le vecteur principal. On le sait très bien, on l'a tous fait, j'imagine. Pour les moins chanceux d'entre nous, on a regardé BFM TV, bon, blague à part. En revanche, ce résultat, il a été également confirmé dans une autre étude de Caravin et collaborateurs qui démontrait déjà que l'exposition répétée aux médias était corrélée positivement au niveau d'anxiété dans les populations qui étaient soumises au confinement. Donc ici, on a déjà un tableau qui va commencer à s'affiner et on va pouvoir distinguer certains facteurs qui sont plus favorables à l'émergence des tableaux cliniques précités juste avant. L'idée, bien sûr, c'est se poser une question, puisque ces études précédentes ont porté essentiellement sur les populations asiatiques, de qu'est-ce qu'il en est sur des populations non asiatiques qui potentiellement n'auraient jamais connu d'épidémie précédente. Une première étude, en tout cas un premier jet d'études, je le présente comme ça parce que l'étude n'a pas encore été publiée officiellement. Elle est accessible sur une plateforme où les auteurs travaillant sur la question du Covid peuvent déposer leur draft, c'est-à-dire le brouillon de l'étude avant une soumission conforme. Donc cette une étude de Plomeka et collaborateurs en 2020 à vue grand, puisque l'objectif des auteurs était de comparer la population de 12 pays différents pour voir si les pays et les types de confinement qui étaient appliqués dans ces différents pays avaient les mêmes conséquences psychopathologiques chez leurs participants. Ils ont évalué, comme les études précédentes, les détresses péritraumatiques sur le Covid, en ciblant plus particulièrement l'émergence de troubles psychiatriques avec une échelle qu'on appelle la SRQ, la symptomatologie dépressive avec la BDI, et ils ont mesuré le niveau de stress perçu suite à un événement traumatique avec une échelle qui est appelée la IES. Donc, encore une fois, leur objectif était de venir comparer la symptomatologie entre les différents pays dans la situation de quarantaine Covid. Alors, cette étude, elle est extrêmement intéressante parce que c'est l'une des premières à avoir fait ça. Mais sur le plan méthodologique, elle pose question, notamment sur le plan déontologique et éthique, puisque les auteurs ont utilisé une plateforme pour pouvoir diffuser leurs échelles, qui est Google Forms. Et naturellement, Google Forms est branché sur le cloud. Autrement dit, l'intégralité des résultats et des données qui ont été récoltées par les auteurs sont également mises à disposition de Google, ce qui pose des questions, d'autres types de questions. Bon, bref, sortons un peu de ce débat. Ce n'est pas l'objectif. Donc, voici les premiers résultats de Plomeka et collaborateurs concernant les 3 échelles. Donc, je vous rappelle la présence de troubles psychiatriques, la mesure du stress perçu dans des situations traumatiques et la BDI pour la symptomatologie dépressive. Alors, les premiers résultats permettent de mettre en évidence que certains pays sont beaucoup plus marqués sur le plan psychopathologique. C'est notamment le cas des USA, du Canada
et du Pakistan. Ces 3 pays-là vont avoir un niveau de symptômes significativement supérieur à l'ensemble des autres pays. En revanche, il existe des pays dans lesquels il fait bon vivre en temps de confinement, c'est notamment le cas de la Turquie, puisque la Turquie présente des niveaux de symptomatologie dépressive, mesure de stress perçu et de troubles psychiatriques significativement inférieurs à la plupart des pays qui ont été évalués au sein de cette étude. Et enfin, la France, qui est entourée par un rectangle bleu ici, identifié par une flèche, elle a été dans la moyenne. Alors, les mauvaises langues diront qu'on est toujours un peu dans la moyenne, mais en mis à part cette blague-là, la France ne se différencie pas vraiment de l'ensemble des pays européens et des pays en général. Autrement dit, on avait un score qui était identique, grosso modo, à l'ensemble des pays. Alors, les premiers résultats de cette étude ont permis naturellement de confirmer que la symptomatologie dépressive, mais également la symptomatologie anxieuse, semblait être beaucoup plus marquée chez certaines populations dans une période de confinement. Autrement dit, il y a une forme de confirmation des résultats précédents et des études chinoises qui avaient déjà montré ce résultat-là. En revanche, les auteurs, et pour la première fois, se sont interrogés sur l'émergence d'idéation suicidaire chez les participants. Et ce qu'eux mettent en évidence, c'est que 16% des participants, donc sur les 13 000, présentaient une idéation suicidaire. Et c'était un résultat nouveau, puisque c'est la première fois que cela avait été montré. Néanmoins, encore une fois, il faut raison garder, puisque l'idéation suicidaire, vous l'avez vu dans les échelles qui ont été faites, n'avait pas été évaluée par une échelle spécifique. Elle a simplement été évaluée au travers d'un item, qui est un item de la BDI. Donc, une question au sein de la vingtaine de questions que propose l'évaluation de la symptomatologie dépressive de la BDI. Donc, encore une fois, c'est un résultat qui est intéressant, qui mérite d'être exploré, mais qui doit être confirmé au travers d'études beaucoup plus marquées. Alors, mais cette question de l'idéation suicidaire, elle est quand même préoccupante, et les auteurs ont cherché à identifier quels étaient les pays qui étaient le plus marqués par l'émergence de l'idéation suicidaire. Et pour cela, ils ont tout simplement fait une représentation graphique sur un planisphère, et ils ont mis en évidence que le continent américain était, en tout cas les pays du continent américain, étaient les pays qui semblaient avoir le plus d'émergence d'idéation suicidaire. C'est notamment le cas du Canada. Que les pays asiatiques étaient également soumis à l'émergence d'idéation suicidaire de façon extrêmement marquée. Et puis, de façon plus ponctuelle, la Pologne, mais également le Pakistan, présentaient des niveaux extrêmement élevés. Alors, également l'Australie. Bon, sans explication particulière, mais en tout cas, l'Australie aussi semblait avoir un niveau significativement plus important. Donc, à première vue, on a une répartition de l'idéation suicidaire qui recouvre l'intégralité du globe, avec des pays comme le Canada, les pays asiatiques et certains pays européens qui sembleraient beaucoup plus touchés par cette question-là. Donc, les auteurs ont ensuite essayé de mettre en évidence la présence de facteurs de risque, notamment vis-à-vis de la symptomatologie dépressive, de l'idéation suicidaire et de la mesure du stress perçu concernant les situations traumatiques. C'est l'IES. Alors, les résultats ont montré que les antécédents psychiatriques chez les participants, c'est-à-dire antérieurs naturellement à la situation de confinement, pouvaient être considérés comme des facteurs de risque qui allait multiplier le risque d'émergence de dépression, d'idéation suicidaire et de mesures de stress perçu dans les situations traumatiques. Alors en fait, ici, vous avez les résultats statistiques. Si vous regardez la dépression, il est écrit OR, qui signifie odd ratio, égal à 7,10 avec 3 petites étoiles à côté. En fait, les 3 petites étoiles marquent la significativité statistique. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, le 7,10, en fait, il faut le considérer comme étant le facteur multiplicateur du risque. Autrement dit, si j'ai un antécédent psychiatrique, j'ai un risque qui est multiplié par 7 d'avoir une émergence d'une dépression ou de symptomatologie dépressive en situation de confinement. Si j'ai des antécédents psychiatriques, je multiplie par 4,6 le risque de voir émerger des idéations suicidaires lors du confinement. Et enfin, si j'ai des antécédents psychiatriques, je multiplie par 1,6 le risque de voir émerger une mesure de mon stress perçu significativement plus élevée vis-à-vis des situations traumatiques. Donc, ce premier élément, là, ce premier facteur de risque, il est extrêmement important parce que naturellement, il permet de déterminer qu'en fonction du type de profil chez les participants, on risque d'avoir l'émergence de troubles psychopathologiques associés.
Alors, naturellement, ils sont également allés vérifier s'il existait des facteurs de protection pour ces différentes variables. Donc, la dépression, les idéations suicidaires et les troubles psychiatriques. Et ils mettent en évidence qu'il existerait au moins 3 facteurs de protection. Le premier, qui est transversal à toutes les variables, c'est l'attitude optimiste. Donc, plus j'ai une attitude optimiste au cours du confinement, moins j'ai de risque de voir émerger une symptomatologie dépressive. Encore une fois, vous voyez que pour l'attitude optimiste, le OR, c'est l'odd ratio, est égal à 0,23 avec 3 petites étoiles. Autrement dit, ce OR est significatif sur le plan statistique. Et là, contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas un facteur multiplicateur. Le OR de 0,23, il faut faire 1 moins 0,23 pour vérifier la réduction de l'émergence de la dépression. Dans ce cas présent, nous avons une réduction qui s'apparente à 77% pour l'attitude optimiste. Autrement dit, lorsque j'ai une attitude optimiste, je réduis de 77% le risque de voir émerger une symptomatologie dépressive en période de confinement. Autrement dit, cette attitude optimiste est un facteur protecteur, mais extrêmement efficace. C'est exactement la même chose pour l'entourage familial. Si mon confinement s'est déroulé au sein de ma famille, j'ai une protection vis-à-vis de la dépression, mais également une protection vis-à-vis des idéations suicidaires et également une protection vis-à-vis de l'émergence de troubles psychiatriques. Un troisième facteur a également été mis en évidence, c'est l'activité physique. Les auteurs ont questionné leurs participants en leur demandant s'ils effectuaient une activité physique supérieure à 1 heure tous les jours. Et si c'était le cas, eh bien, une activité physique supérieure à 1 heure pendant la période de confinement fréquente, autrement dit tous les jours, permettait une protection à hauteur de 49% de réduction de l'émergence de troubles psychiatriques chez les participants. Donc, cette première étude, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de dégager de façon très spécifique ce qui relève des facteurs de risque, d'émergence de troubles psychiatriques et de symptomatologie, et ce qui relève de facteurs de protection. Donc, c'est à partir de ce premier constat et de ces connaissances-là que nous avons décidé de mener notre propre étude sur la question des effets psychologiques du confinement. Alors, naturellement, nous ne l'avons pas fait en comparant 12 pays. On s'est contenté de travailler sur la population française. Et nous avons donc… excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Ils ont également fait des corrélations et toutes les échelles étaient corrélées entre elles. Bon, ce n'est pas le plus intéressant, je vais le passer. Donc, je vous le disais, nous avons réalisé notre étude sur l'ensemble de la population française. Donc, nous avons recruté 3763 participants sur tout le territoire français. Et nous avons, comme pour les études précédentes, cherché à pouvoir déterminer le niveau de détresse péritraumatique lié à la situation de Covid et plus spécifiquement à la situation du confinement. Donc, nous avons évalué la symptomatologie dépressive. Pour cela, nous avons utilisé une échelle qui s'appelle la PHQ-9. La symptomatologie anxieuse, nous avons utilisé une échelle qui s'appelle la GAD-7. Nous avons cherché à essayer de déterminer le niveau de désespoir chez nos participants avec une échelle qui se nomme la BHS, l'échelle de Beck. Et enfin, nous avons tenté d'évaluer le risque suicidaire pour aller un peu plus loin que l'échelle de Plomeka qui s'était contentée d'évaluer ce risque-là sur un seul item. Et pour cela, nous avons utilisé une échelle qui s'appelle la BSQ. Alors, contrairement à l'échelle de Plomeka, nous n'avons pas mis nos évaluations directement sous Google Forms. Nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle Qualtrics, qui est un logiciel très spécifique, notamment pour pouvoir effectuer des sondages en ligne, et donc qui permet de proposer des questionnaires en ligne, qui n'est absolument pas relié au cloud. Autrement dit, nous sommes totalement maîtres de nos données, et nous sommes les seuls à pouvoir y avoir accès. Notre protocole était relativement long, 30 à 40 minutes, nous avions plus d'une centaine de questions. Donc, nous avions alors permis aux participants de le réaliser en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils pouvaient le commencer, s'arrêter et reprendre à un autre moment le lendemain lorsqu'ils le pouvaient. Dans l'idée, bien sûr, c'était de pouvoir favoriser un maximum de niveau de réponse. Je vous présente également tout en bas la page d'accueil de notre étude, donc l'étude sur l'impact psychologique de la pandémie de Covid-19 et l'effet du confinement en France, avec le lien sur lequel les participants devaient cliquer pour pouvoir enfin répondre au questionnaire. Donc, comme je vous le disais, notre étude, elle porte sur 3763 participants qui sont répartis sur l'intégralité du territoire français. Elle s'est déroulée exclusivement sur la temporalité du confinement, du 29 mars jusqu'au 11 mai.
la date du déconfinement. Juste pour que vous ayez une représentation de notre échantillon, à 82%, il était composé du genre féminin. L'âge moyen était de 37,83 ans, avec un minimum de 18 ans et un maximum pour certains de nos participants jusqu'à 87 ans. Nos participants étaient essentiellement en couple à 63%, 30% étaient célibataires, 95% de nos participants avaient le bac, voire plus que le bac, et enfin 62% de nos participants avaient une activité professionnelle avant le confinement. Ici, je vous fais une représentation de la répartition de notre population pour justement que vous puissiez voir que nous avons évalué l'intégralité des régions du territoire français, alors les 13 régions métropolitaines, mais également les DOM et la Corse. On peut, en effet, en ce qui concerne les effectifs des DOM et de la Corse, les effectifs sont relativement faibles. Autrement dit, je préfère le dire tout de suite, j'ai exclu les DOM et la Corse lorsque j'ai fait des comparaisons entre les régions pour être certain que les régions puissent être comparables en termes d'effectifs. D'une façon générale, en France métropolitaine, on peut voir que pour l'effectif le plus réduit, il est à peu près égal à 100, 99. Ici, pour l'effectif le plus important, il est proche des 800 avec 747 répondants, notamment pour la région Occitanie. Donc, les premiers résultats que nous obtenons. Alors, il faut savoir que nos échelles possèdent toutes un seuil pathologique. Alors, soit un seuil pathologique, soit un seuil de risque ou un seuil de discriminant vis-à-vis de certains types de comportements. Donc, tous les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui sont établis à partir des critères et des seuils qui ont été validés pour chacune de ces échelles. Par exemple, pour la symptomatologie dépressive, la PHQ-9, le seuil pathologique est fixé comme étant égal à 5 ou alors strictement supérieur à 5. Dans notre échantillon, 56% de nos participants avaient un score qui était soit égal à 5, soit strictement supérieur à 5. Autrement dit, plus d'un participant sur deux, selon cette échelle, présentait un niveau de symptomatologie dépressive qui dépassait le seuil pathologique. Alors attention, cette échelle n'a pas un objectif, l'objectif de déposer un diagnostic, pas du tout. Simplement, elles permettent de discriminer de façon significative les populations qui vont présenter des niveaux de symptômes qui vont potentiellement ensuite engendrer des comportements pathologiques. Si on va un tout petit peu plus loin, puisque l'échelle nous le permet, et de discriminer les différentes intensités de dépression, 30% de notre échantillon présentait une dépression légère, 14% de notre échantillon présentait une dépression d'intensité modérée, 8% de notre échantillon présentait une dépression d'intensité modérément sévère et près de 4% de notre échantillon présentait des scores qui marquaient une intensité sévère. Autrement dit, parmi ces 56% de participants, beaucoup d'entre eux avaient des intensités qui pouvaient être jugées comme étant extrêmement sévères, modérées à extrêmement sévères. Concernant le risque suicidaire, cette échelle possède également un seuil de risque. Ce seuil de risque est marqué dans les échelles de validation comme étant égal à 7 ou strictement supérieur à 7. 73% de nos participants présentaient un score qui était strictement inférieur au seuil de risque, donc inférieur à 7. Tant mieux, heureusement. En revanche, 27% de nos participants scoraient à cette échelle avec un score qui était soit égal à 7, soit strictement supérieur à 7. Alors, ce seuil de risque, selon l'échelle de risque, naturellement, est considéré comme le seuil où le risque de passage à l'acte suicidaire est le plus massif. Dans notre échantillon, la représentation du risque de passage à l'acte suicidaire touchait, en tout cas le score seuil, touchait près de 30% de notre population. Pour essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce pourcentage, nous avons ensuite vérifié si ces populations, enfin la hauteur, le pourcentage de la population qui présentait également des idéations suicidaires. Pour cela, nous avons utilisé l'item 9 de la PHQ, qui est consacré à l'évaluation de l'idéation suicidaire. Et les scores de l'item 9 démontraient que près de 10% de nos participants scoraient positivement en termes d'idéation suicidaire. Concernant le seuil de désespoir évalué par l'échelle de Beck, elle possède également un seuil de discriminant dans l'échelle de validation initiale qui est égal à 10 ou strictement supérieur à 10. Alors, ce seuil, dans l'échelle de validation, est considéré comme étant le seuil qui est le plus souvent représenté chez les gens qui ont réussi leur tentative de suicide.
Alors, une fois qu'on a dit ça, tout le monde est un peu affolé, mais près de 81% de notre participants avaient un score qui était strictement inférieur à 10. Donc ça, c'est le côté rassurant. En revanche, encore une fois, hein, près de 19% de nos participants scoraient soit de façon égale à 10, soit de façon strictement supérieure à 10. Donc tout à l'heure, on retrouvait un niveau très élevé également de risque suicidaire. Et on retrouve cette fois-ci encore un niveau de désespoir qui est extrêmement présent chez nos participants. Et enfin, en ce qui concerne l'évaluation de la symptomatologie anxieuse avec la GAD-7, alors cette échelle, elle a deux seuils pathologiques qui sont généralement utilisés. Un premier qui est strictement supérieur à 10 ou un second qui est un peu plus restrictif, qui est égal à 15 ou strictement supérieur à 15. Donc, nous avons utilisé les deux seuils. 84% de nos participants présentaient un score déjà supérieur à 0, autrement dit, pouvaient présenter une symptomatologie anxieuse, mais surtout 12% d'entre eux présentaient un score strictement supérieur à 10 et 5,5% d'entre eux présentaient un score qui était soit égal à 15, soit strictement supérieur à 15. Autrement dit, on avait tout de même près de 13% de nos participants qui présentaient une symptomatologie anxieuse qui pouvait être jugée comme étant pathologique. Alors, ici, vous allez avoir quelques tableaux. Je vais essayer de faire extrêmement simple pour que vous puissiez comprendre. En fait, ce sont les comparaisons entre les régions. Le premier tableau, ce sont les moyennes que toutes les régions ont obtenues aux échelles. Dans ce cas-là, c'est la PHQ-9, donc la symptomatologie dépressive. À côté, vous avez la représentation graphique de ces moyennes. Et en dessous, vous avez la comparaison avec le test de ANOVA. Alors, si on regarde le graphique, on peut se rendre compte qu'en effet, certaines régions semblent plus marquées sur le plan de la symptomatologie dépressive. C'est notamment le cas de la région 4 et de la région 7. Et d'autres régions semblent moins marquées par cette symptomatologie. C'est notamment le cas de la région 13. Lorsqu'on fait une comparaison globale, notre ANOVA avance l'hypothèse qu'il existerait une différence significative entre nos régions, avec un P qui était significatif. Mais en revanche, la taille d'effet de cette possible différence est tout à fait négligeable. Autrement dit, lorsqu'on regarde en détail où se situent les possibles différences, on se rend compte que la région 7, qui est l'une des régions les plus marquées par la symptomatologie, se différencie d'une des régions, la région 13, qui est la moins marquée par la symptomatologie. Mais cette différence a une taille d'effet négligeable. Autrement dit, on peut tout de même considérer que l'ensemble de nos régions métropolitaines sont équivalentes sur le niveau de symptomatologie dépressive. Même constat pour la SBQR, c'est-à-dire pour le risque suicidaire. Cette fois-ci, l'ANOVA n'est pas significative, donc déjà statistiquement, on savait qu'il n'y avait pas de différence. Mais d'autre part, la taille d'effet de cette différence, si elle existait, est également extrêmement négligeable. Donc, encore une fois, nos régions métropolitaines sont équivalentes sur le risque suicidaire. On obtient exactement la même chose pour le niveau de désespoir. Alors, graphiquement, on peut voir que c'est un peu plus en dents de scie. La région 3 semble en effet être moins marquée par le désespoir. Les régions 2 et 4 sont potentiellement plus désespérées que les autres. Mais encore une fois, il existe une taille d'effet qui est extrêmement faible. Autrement dit, ces 13 régions ne se différencient pas sur la symptomatologie liée au désespoir. Et enfin, concernant la symptomatologie anxieuse avec la GAD-7, même profil. Région 4 semble plus marquée que les autres vis-à-vis de la symptomatologie anxieuse, mais la taille d'effet est tout à fait négligeable. Autrement dit, l'ensemble de nos 13 régions ne se différencie pas sur la symptomatologie anxieuse. Alors, comme les études précédentes, nous avons tenté de mettre en évidence la présence de corrélations, c'est le cas. On sait que le niveau de dépression était corrélé positivement et de façon extrêmement robuste avec le niveau d'anxiété. Donc, plus j'avais un niveau de dépression élevé, plus mon niveau d'anxiété était élevé. C'était également le cas avec le niveau de désespoir. Plus mon niveau de dépression était élevé, plus mon niveau de désespoir est élevé. Et naturellement, plus mon niveau de désespoir est élevé, plus mon niveau d'anxiété est élevé. Alors, il subsiste une petite question, notamment en ce qui concerne le risque suicidaire, parce que le risque suicidaire ne nous montre aucun lien corrélationnel avec les variables précédemment citées. Pour le moment, je n'ai pas d'explication. Nous sommes encore sur vraiment des résultats extrêmement préliminaires, donc il faudra étudier cette question-là. Donc, pour l'instant, ça reste encore un point d'interrogation à éclaircir. Et comme dans l'étude de Plomeka et collaborateurs, nous avons tenté de mettre en évidence des facteurs de risque et des facteurs de protection. Alors, notamment pour les idéations suicidaires, puisque dans notre échantillon, elles sont quand même très largement représentées avec un niveau très élevé. Et ce que nous mettons en évidence, c'est que le stress aigu vis-à-vis de la situation de Covid, donc dans une situation très spécifique,
est un facteur de risque qui vient, rappelez-vous, hein, multiplier par 1,9 le risque de voir l'émergence d'idéation suicidaire chez nos participants. Rappelez-vous que les 3 petites étoiles marquent la significativité statistique. Autrement dit, c'est un facteur de risque qui, en effet, va venir majorer l'expression des idéations suicidaires. À l'inverse, nous avons identifié 2 facteurs de protection pour ces idéations suicidaires. Le fait de ne pas avoir passé le confinement seul était un facteur de protection avec une OR qui est égale à 0,68. Donc, encore une fois, on refait à l'inverse. Donc, à hauteur de 31% de protection vis-à-vis des idéations suicidaires. Et le fait d'avoir continué son suivi thérapeutique pendant le confinement était un facteur extrêmement important pour limiter l'émergence des idéations suicidaires, avec ici une réduction de 63% du risque d'idéation suicidaire. Ce dernier point, il est intéressant parce qu'il va naturellement poser des questions sur la question de la prise en charge de ces tableaux cliniques émergents dans des situations de confinement. Et bon, on abordera cette question un peu plus tardivement. Donc, nous avons tenté ensuite de faire exactement la même chose avec la dépression pour venir confirmer ce que Plomeka et collaborateurs avaient montré. Et là, à notre grande surprise, nous ne trouvons aucun facteur de risque qui permettrait d'expliquer l'émergence de la symptomatologie dépressive chez nos participants. Notamment le stress aigu, qui était un facteur de risque pour l'idéation, n'est pas un facteur de risque pour la dépression. Et de la même façon, nous ne trouvons aucun facteur de protection qui permettrait de venir limiter cette fois-ci l'émergence de la symptomatologie dépressive chez les participants. Donc, le fait de ne pas avoir passé son confinement seul ne protège en rien vis-à-vis de la symptomatologie. Le fait d'avoir continué sa suivi thérapeutique ne protège en rien vis-à-vis de la symptomatologie. Donc, si on souhaitait faire une synthèse de l'ensemble de ces résultats, premièrement, notre étude, elle permet naturellement de confirmer ces premiers résultats épidémiologiques qui avaient été montrés dans les études précédentes, notamment concernant le niveau de symptômes dépressifs et le niveau de symptomatologie anxieuse, avec une augmentation significative, en tout cas avec un pourcentage de participants qui présentaient des niveaux pathologiques dans ces 2 symptomatologies. D'autre part, nous confirmons également l'étude de Plomeka sur la question des idéations suicidaires et nous démontrons en plus qu'il existe un pourcentage extrêmement élevé de risques suicidaires chez nos participants. Nous ne trouvons pas de différence significative entre nos régions, contrairement à Plomeka qui trouvait des différences entre les pays. Alors, ce premier point de non-différence entre nos régions nous permet de faire une première hypothèse, c'est que la proximité d'un foyer actif de contamination de Covid-19, je pense notamment au Grand Est ou à la région Île-de-France, pourrait ne pas être un facteur qui permettrait d'expliquer l'émergence de la symptomatologie que nous décrivons dans nos pourcentages épidémiologiques. Autrement dit, si ce n'est pas la proximité d'un foyer épidémique, potentiellement, c'est en effet un effet spécifique du confinement en soi. Nous confirmons que le stress aigu est un facteur de risque vis-à-vis de l'émergence de l'idéation suicidaire, mais ce n'est pas un facteur de risque vis-à-vis de la dépression. Et enfin, nous confirmons que le suivi thérapeutique pendant le confinement, mais également le fait d'être entouré pendant cette situation de confinement, sont des facteurs protecteurs vis-à-vis des idéations suicidaires, mais à première vue, ils ne jouent pas ce rôle vis-à-vis de la dépression. Alors, si on revient un petit peu et si on tente de comparer nos résultats à celles de Plomeka et collaborateurs, on peut en effet considérer qu'il existe des points de ressemblance ou des confirmations et des cohérences entre nos résultats et que sur certains points, les résultats semblent discordants. Alors, il faut partir du principe que déjà, les 2 méthodologies sont différentes. Plomeka et collaborateurs ont travaillé sur 12 pays, oui, mais ce qui signifie également sur 12 types de modalités de confinement différents, avec des modalités très restrictives jusqu'à des modalités moins restrictives. À titre d'exemple, les modalités de confinement en Chine étaient extrêmement restrictives et, à contrario, les modalités à Taïwan, en termes de confinement, étaient extrêmement libérales puisque la population taïwanaise n'avait pas besoin d'autorisation pour sortir et d'ailleurs, elle avait le droit de sortir et les autorités faisaient confiance à la responsabilité de la population pour garantir le confinement. D'autre part, parmi ces pays, il existait également des niveaux de contamination et des niveaux de mortalité qui étaient extrêmement différents. À titre d'exemple, aux USA, où actuellement la barre de plus de 100 000 morts a largement été dépassée, eh bien, ou alors encore une fois à Taïwan, où ils comptabilisent 7 décès liés au Covid-19,
eh bien, on peut partir du principe que les répercussions d'une telle information ne seront probablement pas les mêmes sur le plan psychopathologique. Un autre élément qui est important, c'est que parmi ces pays qui ont été évalués dans Plomeka et collaborateurs, certains avaient déjà connu des confinements antérieurs, notamment vis-à-vis d'épidémies rencontrées vis-à-vis du STRAS, c'est notamment le cas de pays asiatiques, mais c'est surtout le cas du Canada, qui avait donc en 2003 connu une situation de confinement, notamment dans la région d'Ontario, vis-à-vis d'une épidémie de STRAS. Et rappelez-vous, dans les résultats de Plomeka et collaborateurs, le Canada était le pays qui était surreprésenté en termes d'idéation suicidaire. Donc on peut se poser une question toute bête, c'est finalement, est-ce que les Canadiens n'ont-ils pas été sensibilisés par les premiers confinements, et le confinement actuel n'est-il pas venu réactualiser des niveaux d'anxiété, de dépression et éventuellement d'idéation suicidaire plus marqués dans cette population? Et enfin, il y a un dernier point sur le plan statistique qui est essentiel. Rappelez-vous, moi je vous ai décrit nos échelles avec des seuils discriminants ou des seuils pathologiques. Pour Plomeka et collaborateurs, ces seuils n'ont pas été pris en compte puisque les participants, à partir du moment où les participants scoraient positivement à une échelle, ils étaient automatiquement inclus dans le groupe symptômes. Autrement dit, si mon participant présentait un score égal à 1 à la BDI, prenons cet exemple, eh bien, il était inclus dans le groupe présentant des symptômes dépressifs, et ce qui permettrait également de démontrer qu'eux ont beaucoup plus de facteurs de risque et de facteurs protecteurs que nous, puisque nous avons statistiquement contrôlé les facteurs de risque liés à des seuils strictement pathologiques. Alors, si je m'arrêtais là, je pense que certains se diraient, mais et alors la question de la prise en charge dans tout ça? Alors, je vais vous faire l'affront de vous rappeler que l'INSERM, il y a quelque temps, avait fait un rapport, il y a déjà pas mal de temps, en 2003, me semble-t-il, sur l'efficacité ou la très forte efficacité des thérapies comportementales et cognitives, notamment sur la symptomatologie dépressive. Donc oui, bien sûr, les TCC vont pouvoir jouer un rôle dans la prise en charge de ces nouveaux tableaux cliniques acquis pendant le confinement, excusez-moi. Et d'ailleurs, quelques études, alors je ne les ai pas toutes mises, naturellement, il y en a plusieurs, à titre d'exemple, ont commencé à émerger, notamment une première étude de Naïm et collaborateurs, qui, elle, avance l'hypothèse de l'utilisation massive des thérapies comportementales et cognitives pour travailler sur ce qu'eux nomment la question de la résilience vis-à-vis de la situation de l'épidémie de Covid-19. Naturellement, les auteurs démontrent l'efficacité de ces approches thérapeutiques. Une autre étude de Yanou et collaborateurs, elle avance l'hypothèse d'intervention basée sur la question de la méditation. Toujours pareil, pour prendre en charge les tableaux cliniques et la symptomatologie issue de l'épisode de Covid-19. Et enfin, une dernière étude, puisque nos résultats démontraient que le suivi au cours du confinement, le suivi thérapeutique au cours du confinement était un facteur protecteur extrêmement important vis-à-vis de certains types de symptômes, eh bien, vous avez une étude de Zhou et collaborateurs en 2020 qui avance et qui confirme cette hypothèse et qui affirme en effet que les modalités dites de santé ou de télémédecine vont jouer un rôle dans ces situations de confinement liées à de nouvelles émergences d'épidémies potentielles. Et notamment la mise à distance, ou plutôt les interventions à distance sont des interventions qui sont efficaces, notamment sur des cibles extrêmement ciblées, excusez-moi du mot, comme la dépression, le stress, l'anxiété, mais également la question du suicide, avec des utilisations soit de thérapies par téléphone, soit des thérapies par vidéoconférence, mais également des sites internet mis à disposition des patients sur lesquels ils vont pouvoir récupérer des informations, mettre en place des exercices et également participer à des modules de psychoéducation qui permettent, selon ces auteurs, en tout cas selon Zhou et collaborateurs, de venir limiter l'émergence d'une symptomatologie anxieuse et dépressive chez les participants qui présentent déjà des troubles psychiatriques spécifiques. Alors naturellement, la suite de notre étude, alors déjà, c'est d'affiner un peu plus les traitements et les résultats que je viens de vous présenter, qui sont vraiment extrêmement préliminaires. Il faut naturellement qu'on s'interroge sur la question du syndrome post-traumatique. Alors, je ne l'ai volontairement pas présenté parce que mes sujets de recherche portent plus sur la question de la dépression et du risque suicidaire. Et d'autre part, on souhaiterait également vérifier ce que Lee et collaborateurs avaient montré, c'est-à-dire le maintien de cette symptomatologie
après le confinement sur une durée relativement longue. Donc là, actuellement, nous allons remettre en place une deuxième vague d'évaluation auprès des participants qui avaient bien voulu nous laisser leurs coordonnées pour vérifier si les pourcentages que nous mettons en évidence en termes de symptômes dépressifs, d'idéation suicidaire et de niveau d'anxiété sont maintenus une fois le confinement terminé. Je vous remercie pour votre attention et naturellement, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci Jonathan pour la présentation. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Isabelle Bordat te demande, qu'en est-il des chiffres du risque suicidaire en population générale hors période de la crise? Et est-ce que les chiffres présentés sont-ils tirés sont au-dessus de la moyenne habituelle? Alors, en effet, alors nous, comme je vous l'ai décrit, hein, on s'est arrêté sur le pourcentage de risque suicidaire. Le pourcentage de seuil pathologique discriminant ou de seuil de risque, hein, puisque les échelles nous permettaient de le faire. Et en effet, on a pu démontrer, notamment en ce qui concerne les troubles anxieux ou les troubles dépressifs, que ces scores, ces pourcentages sont largement au-dessus de ce qui est habituellement retrouvé en population générale. En ce qui concerne le désespoir, il n'y a pas, en tout cas moi je n'ai pas trouvé de score qu'on pourrait qualifier d'une prévalence, d'une forme d'expression dans la population générale, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais bon, je serais tout de même extrêmement étonné que en population générale, près de 20% de la population présente un score de désespoir extrêmement élevé et au seuil discriminant. Et en ce qui concerne le seuil de risque suicidaire, encore une fois, à ma connaissance, en population générale, en dehors de tout contexte de troubles psychopathologiques spécifiques, il n'existe pas de seuil de score typique. Et nous trouvons un score relativement élevé qui est d'autant plus confirmé par un score élevé d'idéation suicidaire avec la PHQ-9. Donc oui, hein, tous nos scores sont au-dessus de ce qu'on retrouve habituellement en population générale. Super. Isabelle Grévin, qui travaille en psychiatrie, te demande s'il y a des études faites sur d'éventuels effets positifs du confinement. Alors, certaines études ont avancé l'hypothèse d'effets positifs. Alors, j'imagine que la question, elle porte essentiellement sur la psychopathologie. Oui. Elle s'est rendue compte qu'il y avait chez ses patients, mais aussi dans son entourage, une diminution du niveau du stress engendré par la vie quotidienne, une diminution des stimuli qui engendrent un apaisement chez les patients. Alors, c'est vrai pour certains tableaux cliniques, naturellement, alors je vais prendre un exemple peut-être un peu caricatural, mais qui, j'espère, pourra parler à tout le monde. Lorsque vous présentez un tableau de phobie sociale et que vous êtes contraint de rester chez vous et de tout faire à distance, c'est d'autant plus confortable pour le patient, puisqu'il n'a plus besoin de se confronter à des stimulus phobogènes, et notamment à l'interaction sociale. Donc oui, certains tableaux cliniques, on va considérer ça comme ça, peuvent avoir tiré bénéfice de cette situation de confinement. Mais d'une façon extrêmement large, la plupart des patients qui sont suivis en psychothérapie et en psychiatrie ont vu une majoration de certains types de leurs symptômes. Donc même si oui, il en existe, pour certains d'entre eux, la grande majorité, au contraire, n'a pas bénéficié d'un aspect positif du confinement. Et si vous me permettez, sur un plan un peu plus sociétal, puisque plusieurs études, notamment en sociologie, l'ont mis en évidence, dans la population générale, donc là on sort du cadre psychopathologique cette fois-ci, la population générale, le confinement aurait favorisé des comportements altruistes beaucoup plus marqués cette fois-ci, donc une augmentation de certains, en tout cas certains auteurs avancent l'hypothèse que les comportements dits altruistes, je vous rappelle qu'il avait également été étudié dans l'étude de Plomeka et collaborateurs comme facteur de protection, ont été significativement plus importants dans la situation de confinement. Autrement dit, s'ils se sont plus exprimés, ils ont d'autant mieux protégé les populations qui les exprimaient vis-à-vis de certains signes et symptômes psychopathologiques. Dans votre étude, le niveau de qualification des répondants, donc Bac plus X années d'études supérieures, est-ce que ça ne constitue pas un biais par rapport aux résultats régionaux? Certaines classes sociales ne semblent pas forcément… Alors, vous avez raison, hein, notre étude, alors malheureusement, vous partez bien du principe qu'on n'a pas fait de sélection des répondants sur notre étude, puisque ça a été diffusé largement sur les réseaux sociaux. Donc,
Il existe, oui, potentiellement plusieurs biais dans notre étude, mais alors ce n'est pas une explication ou alors une forme d'excuse, mais j'ai envie de vous dire que ces biais-là existent dans toutes les études qui portent sur l'évaluation de l'effet psychologique dans le confinement. La population est essentiellement féminine, donc autrement dit, à plus de 75%. Autrement dit, est-ce que ces résultats peuvent être généralisés à la population masculine ? C'est une véritable question, on ne peut pas en être certain. D'autant plus qu'on sait que la population masculine, en tout cas, il y a un pourcentage d'hommes qui est beaucoup plus marqué sur les risques suicidaires potentiels, notamment avec des tentatives de suicide beaucoup plus brutales que dans le genre féminin. Bon. Oui, donc en effet, on a des biais qui sont caractéristiques du profil de population que nous avons étudié. Et en effet, c'est une des questions que nous nous posons vis-à-vis des différences qui peuvent exister entre les régions. Encore une fois, ce sont des tout premiers résultats que je vous présente. Attention, très sincèrement, j'ai fini mes statistiques hier soir pour être sûr de tout affiner. Donc, il y a encore beaucoup de questions sur le plan statistique qui devront être vérifiées et les biais caractéristiques de la population feront partie de ces vérifications. Ok. Clara Champy demande s'il y a des informations sur les effets du déconfinement. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas encore d'informations. Moi, ou en tout cas, à mon sens, il n'y a pas encore d'études ou de projet d'études qui a directement travaillé sur cette question du déconfinement. Alors, j'imagine qu'elle doit faire peut-être référence à ce syndrome qui avait été qualifié de syndrome de la cabane, oui, qui a fait les choux gras des médias pendant quelques jours. Alors, existe-t-il un syndrome de la cabane? J'en sais rien, très sincèrement. Existe-t-il un niveau d'anxiété qui aurait pu expliquer pourquoi certains ont eu du mal à se déconfiner? Très probablement. Est-ce que ce niveau d'anxiété a brutalement diminué à partir du moment où le confinement a pris fin? Pour l'instant, on n'a pas de réponse et ça sera une des questions que nous allons poser lorsque nous allons faire la deuxième vague d'évaluation, donc très prochainement. Et d'une façon générale, est-ce que du coup le déconfinement aurait pu engendrer des conséquences? Je ne peux absolument actuellement pas répondre à cette question-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des informations sur le taux de suicide et tentatives de suicide pendant le confinement? Alors, on n'a pas d'informations directes. On a des informations antérieures. La première étude que je vous présentais, la méta-analyse portant sur les 24 études de Brook et collaborateurs sur les confinements des épidémies précédentes, Ebola, SRAS et H1N1, démontrait que pendant le confinement, il y avait une augmentation des tentatives de suicide chez les participants qui étaient en confinement. Donc, on avait en effet une augmentation de ces tentatives, mais en tout cas, ce sont des données qui ne sont que sur des confinements antérieurs. Actuellement, à disposition, je n'ai pas connaissance de données très spécifiques de ce type-là. D'accord, merci Jonathan. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les régions 4 et 7 dans votre étude? Alors, la région 4, c'est la région Île-de-France, naturellement qui était la région la plus touchée. Et alors, si vous me permettez, je vais juste sortir du diaporama pour récupérer la région 7. Alors, les voici. Donc, alors, excusez-moi, non, je vous ai dit une bêtise, vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Donc, la région 4 est la région Centre-Val de Loire et la région 7, c'est les Hauts-de-France. Donc, vous voyez, hein, ces deux types de régions étaient sur certains signes, en tout cas sur certains tableaux de symptômes psychopathologiques, étaient au-delà des autres types de régions. Et la région 13 était la région CAPA, où il fait bon vivre à première vue pendant la période de confinement, puisque c'était la région la moins marquée par la symptomatologie. Peut-être tu peux couper le partage d'écran, comme ça on ne voit pas tout l'ordinateur. En effet, c'est peut-être plus agréable. Céline Broquet demande comment vous avez géré certains résultats inquiétants dans le cadre de votre étude. Quel contact avez-vous pu établir pour les participants qui évoquaient un risque suicidaire? Alors, l'idée, c'est que naturellement, là, on vient un peu de découvrir l'étendue des pourcentages de populations qui sont marquées par la symptomatologie, par certains types de symptomatologie. Sur notre présentation initiale, c'est la page de présentation de notre étude, nous avions mis bien sûr tous les contacts qui étaient relatifs au ministère de la Santé au moment du confinement, en cas de détresse psychologique avec un numéro vert qui était associé. Et nous encourageons tous les participants qui jugeaient leur détresse psychologique comme étant marquée
de prendre contact directement avec les services de santé. Donc, nous, pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas directement pris contact avec ces participants puisqu'on vient à peine de traiter l'étendue des données, mais en amont, on avait quand même fait attention à pouvoir orienter de façon indifférenciée cette fois-ci les participants qui avaient besoin vers les instances qui permettaient de les prendre en charge. D'accord. Comment l'entourage a joué un rôle comme facteur de protection alors qu'il y avait une distance sociale imposée ? Alors, en tout cas, notre facteur de protection n'est pas lié en effet à la distance sociale, puisqu'en fait, c'est le fait d'avoir été confiné au sein d'un seul et même lieu avec quelqu'un de votre entourage. Autrement dit, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Donc, la distance sociale ici n'apparaissait pas. D'accord. Nastasia demande s'il y a des résultats concernant les effets du Covid sur les soignants par rapport à la population non soignante. Et est-ce que le niveau d'anxiété a évolué sur la population de soignants qui étaient en contact avec le Covid ? Alors, au sein de notre population de 3763 participants, nous avons une sous-population de soignants. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas traité encore cette sous-population pour vérifier s'il existait des différences vis-à-vis de la population générale. Ce qui semblerait être, en tout cas dans la littérature, montré, c'est que pendant la période de confinement, les soignants ne présentaient pas plus de symptômes anxieux ou de symptômes dépressifs que la population générale. L'hypothèse des études qui avaient montré ce résultat, c'est que les soignants avaient la tête dans le guidon et avançaient pour pouvoir gérer la crise de la meilleure des façons possibles. Ce qui pourrait être aujourd'hui intéressant, c'est justement de vérifier, maintenant que la crise est passée, la crise sanitaire, l'épidémie est contrôlée, plutôt présentons-le comme ça, de voir si le niveau de symptômes présents chez les soignants a bougé ou non. Ça, c'est une véritable question. Merci. Agnès Catelin demande quelles sont vos sources concernant les cartes télégraphiques. Alors, les cartes télégraphiques, c'est-à-dire ? J'imagine celles que tu as montrées au tout début de la présentation. Mes sources, elles sont toutes bêtes. Le journal Le Monde a permis de pouvoir suivre jour par jour l'évolution de la pandémie dans le monde et d'épidémies au sein de la France. Donc, toutes mes cartes sont issues de ce site internet qui est accessible très facilement. Et en fait, vous pouvez récupérer les cartes pour pouvoir ensuite les présenter. Voilà. Ok, super pour l'info. Aurélie Roinard demande s'il y a des différences notées entre les villes et la campagne en matière de symptomatologie en France. Sur nos participants, je n'en ai strictement aucune idée. Pour l'instant, je n'ai absolument pas exploré cette question. Donc, je ne sais pas. Mais potentiellement. Potentiellement. Alors, surtout que si je me permets, nous avons une question pour savoir si les participants vivaient en zone rurale ou en zone plus urbanisée. Donc, en effet, on pourra vérifier cette information. On le saura dans la prochaine présentation de l'étude. Voilà, dans la prochaine. Morgane Vettel demande s'il y a des connaissances d'études portant sur d'éventuelles différences d'effets du confinement en fonction de l'obligation de sortir pour travailler ou non.
Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas allé vérifier cela. Donc, potentiellement, il en existe. Je sais qu'il existe des études qui ont vérifié l'effet. Alors, ça sort un peu de cet aspect-là, mais des études qui ont vérifié si le confinement avait des impacts différents en fonction du statut adulte ou du statut enfant. Donc, on commence à affiner de mieux en mieux les descriptifs des profils. Potentiellement, enfin voilà, je ne sais pas s'il existe des différences, des études qui ont déjà exploré cette question-là. D'accord. Et alors, la dernière question que j'ai pour le moment vient de Mouna Mouline qui demande s'il y a une hypothèse sur pourquoi l'échantillon n'est pas plus équilibré en termes de genre. Ah oui, c'est que malheureusement, et ça c'est valable pour toutes les études, on a une surreprésentativité du genre féminin. Et notamment chez Plomoka, c'était la même chose, mais également chez QE Collaborateurs, sur les 52 000 participants, c'était la même chose. Le genre féminin est un genre qui est plus favorable à répondre aux questionnaires qui sont en ligne et plus généralement à participer aux études en psychologie. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais malheureusement, c'est un élément qui se retrouve de façon récurrente dans l'ensemble des études. D'accord. Donc, le risque d'idéation suicidaire n'est pas corrélé à aucune autre symptomatologie, ne serait pas déjà présent avant le confinement. Alors, c'est toute la question. L'idée, je vous l'ai dit, hein, nous, notre idée, c'est de vérifier si il existe, au travers d'évaluations qui vont être répétées dans les semaines à venir, s'il existe un maintien de la symptomatologie que nous avons mis en évidence pendant la période de confinement. Le problème, naturellement, c'est que nous n'avons pas de point de référence avant le confinement. Donc, l'idée, c'est que potentiellement, certains symptômes que nous avons caractérisés au sein de notre étude étaient déjà présents avant le confinement. Et naturellement, cette question met en évidence la limite essentielle de toutes les études qui ont porté sur la question du confinement, puisque tous les auteurs ont réagi dans la précipitation pour pouvoir évaluer ça sans avoir de point de référence. Donc oui, potentiellement, certains symptômes étaient déjà présents avant. Alors, nous, pour essayer de contrôler un peu ce mécanisme-là, on souhaiterait pouvoir répéter dans les jours à venir et dans les semaines à venir, une évaluation pour vérifier en effet si dans un premier temps, nous avions le maintien de cette symptomatologie et dans un deuxième temps, de vérifier si les participants possédaient des antécédents psychiatriques pour pouvoir ensuite répondre de façon plus claire à ce biais potentiel qui existe dans toutes les études liées au confinement. Super. Bon, cette fois-ci. Merci. C'est bon, Pierluigi. Voilà, merci Jonathan, c'était très intéressant, très précis, très détaillé. Je remercie la FTCC, je remercie Océane par rapport à cette recherche. Et je vous rappelle que lundi prochain à 11h, il y aura le webinaire de Stéphane Rosinac. Voilà. Donc, on vous attend nombreux. Merci à tout le monde et bon week-end. Merci beaucoup. Merci, bon week-end. Et puis merci, Jonathan. Je Avec vais grand plaisir. clôturer le questionnaire. Et voilà. Super. Alors, maintenant, comment je fais ? Est-ce que je reste connecté ou pas? Non, on va dire au revoir et puis je vais arrêter Il y a l'enregistrement. encore une question de ce que je vois, je crois. Oui. Si c'est possible pour Oui, vous, bien sûr. Jonathan. Allez-y, Ouais. allez-y, bien sûr. Donc, pouvez-vous donner la référence de l'étude qui donne la corrélation entre le temps de visionnage des médias et l'anxiété? Oui, c'est Merci pour votre présentation. Oui, écoutez, avec grand plaisir. La référence, c'est Garvin et collaborateurs, Garvin, en 2020, donc, qui est allé explorer les liens qui existaient entre taux d'exposition média et niveau d'anxiété dans les populations et qui montrait qu'en effet, ce lien était positif. Donc, Garvin, Garvin et collaborateurs 2020. D'ailleurs, vous avez pu voir que toutes les études que je vous ai présentées sont des études qui ont été publiées ou qui sont en passe d'être publiées, mais qui sont toutes extrêmement récentes en 2020. Donc, la plupart d'entre elles sont accessibles également sur une plateforme qui s'appelle la MedXiv, qui permet d'avoir accès gratuitement à toutes ces recherches. Donc, MEDRXIV, et qui permet donc de récupérer toutes les recherches que je vous ai présentées pendant ma présentation. Et puis, merci Jonathan. Merci à vous. Au revoir, bon week-end. Au revoir, merci également. Au revoir.